La terre, le feu, l'air. Ces 4 éléments assurent l'équilibre du monde et représentent l'essence même de celui-ci. Durant des millénaires, les hommes ont appris à les dompter pour survivre et pérenniser leur activité. Les maîtres de chaque élément sont regroupés dans 4 factions, du moins 4 nations qui assurent une géopolitique simple sur le papier, normalement sans hostilité entre les parties. On y retrouve la tribu de l'eau, le royaume de la terre, la nation du feu ainsi que les nomades de l'air. C'est dans cette dernière faction que l'on rencontre Aang, le héros de cette histoire et la dernière réincarnation de l'Avatar, considéré comme l'être suprême et spirituel capable de maîtriser à lui seul l'ensemble des 4 éléments. Un pouvoir et un potentiel immense qui lui permet en tout cas de maintenir la paix dans le monde et de protéger les populations d'un quelconque danger. Et forcément, vous vous en doutez, obtenir une telle puissance dès la naissance est souvent jalousé et méprisé par certains maîtres souhaitant se débarrasser de l'avatar ou s'approprier sa force à des fins néfastes. À chacune de ces morts, l'avatar se réincarne dans un cycle défini et perpétuel au sein de l'une des différentes factions du monde, avant de devoir tout réapprendre de zéro et léguer son savoir à l'avatar suivant et les prochaines générations. Les avatars sont non seulement maîtres des éléments, mais également du monde spirituel, car l'avatar est capable de dominer autant l'aspect physique et matériel que le monde des esprits et l'immatériel. Ce qui rend par exemple possible la communication avec d'anciens avatars à l'aide de la méditation dans les différents sanctuaires. Bien que la responsabilité qu'incombe un tel rôle depuis la naissance repose sur une seule et même personne à chaque époque. Des époques qui nous amènent jusqu'à cette nuit tragique où tout a basculé. Une sombre nuit marquée par le passage de la comète, qui n'apparaît qu'une fois tous les 100 ans à travers les cieux et que l'on célèbre le temps d'une grande fête dans les différentes nations. Celle-ci offre malheureusement à la nation du feu un boost de puissance sans pareil le temps de son passage, afin de l'aider à s'emparer du monde entre leur stratégie militaire, leur soif de pouvoir et leur surpuissance le temps d'une soirée sur les autres éléments. Les nomades de l'air, incarnant l'élément de la création et de la vie, ont été totalement éteints en une seule soirée par l'élément destructeur et flamboyant. La nation du feu domine maintenant totalement le monde en l'absence de l'avatar disparu et que tout le monde attend impatiemment depuis un siècle pour sonner la révolte et retrouver l'espoir d'un monde meilleur. L'ensemble du royaume de la terre et des tribus de l'eau éparpillées à travers le monde vivent chaque jour dans la terreur que le prochain soit le dernier de cette dictature. L'avatar Aang, enfin réveillé d'un profond sommeil de 100 ans dans la glace et découvert par Sokka et Katara, va devoir voyager, maîtriser les 4 éléments et vaincre Ozai, le seigneur du feu de l'époque actuelle, pour sauver le monde de la nation du feu. Cette histoire, vous l'avez tous peut-être déjà entendue ou lue à travers la bande dessinée ou le dessin animé de Avatar, le dernier maître de l'air, sorti maintenant il y a bien longtemps, environ en 2005-2006, aux États-Unis puis en France, et qui nous a permis de découvrir une épopée loin d'être enfantine et surtout hyper intéressante. C'est vrai qu'il y a eu aussi une adaptation au cinéma en 2010 qui était absolument catastrophique, mais là aujourd'hui les gars, on a droit enfin au bonheur quand on est fan de la série. Parce qu'on peut clairement le dire, aujourd'hui Netflix a repris le flambeau et surtout l'a fait de manière absolument fantastique. Que ce soit le choix des acteurs, la réalisation, la production, la fidélité à l'œuvre originale, les rajouts qui ont été faits, la bande son, les effets visuels, les différents éléments, les décors, tout ce qui est l'ambiance, l'immersion dans la série, même la version française, tout est absolument qualitatif. On a ici la première saison de 8 épisodes qui fait environ 45 minutes à 1 heure par épisode, qui permet d'adapter l'intégralité de la saison 1 du dessin animé qui faisait à l'époque 20 épisodes de 20 minutes. On a même un live action qui en plus de la fidélité qui permet en tout cas de ne rien laisser de côté par rapport au dessin animé et l'œuvre originale, qui se permet de mettre des rajouts, de développer encore plus en profondeur certains personnages et en tout cas d'apporter cette petite touche en plus qui rend la série, je trouve, encore meilleure. Je vous le dis, que vous soyez de base un fan d'Avatar, le dernier maître de l'air ou quelqu'un qui ne connaît pas du tout la série, vous n'avez pas besoin de connaître ça dès le départ pour apprécier cette œuvre et pourquoi pas rentrer pleinement dans l'univers, parce que tout est parfaitement expliqué, détaillé et surtout tout est parfaitement intégré. Et cette première saison permet parfaitement déjà de commencer à comprendre les personnages, à les connaître, à voir un petit peu les bribes de leur évolution et leur développement et commencer déjà à s'y attacher. Enfin bref les amis, je suis très content de vous retrouver, moi c'est Alexan et laissez-moi vous guider aujourd'hui dans l'histoire et l'analyse complète de la saison 1 de Avatar, le dernier maître de l'air, version Netflix, sans aucun spoiler sur la suite en tout cas de l'histoire de la saison 2 et saison 3 qui sortiront plus tard en version Netflix mais qui existent déjà en animé. Du coup tu peux regarder la vidéo jusqu'à la fin sans aucun problème. Et au passage, si vous aimez les concepts avec du storytelling, avec de l'analyse de personnages et d'œuvres en général, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle série Netflix, quelle adaptation ou pourquoi pas quel dessin animé et quel animé vous voulez que je traite sur la chaîne, ce sera en tout cas fait avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu si ce genre de concept et mes vidéos vous plaisent. Et on est parti maintenant les amis pour l'analyse complète de la saison 1.
Et déjà avant de passer à l'analyse concrète de l'histoire et des différents personnages, il faut quand même parler de production, de réalisation et de quelques rajouts majeurs qui à mon sens changent totalement dans le bon sens la perception que l'on peut avoir de la licence Avatar le dernier maître de l'air. Déjà en termes de tout ce qui concerne la fidélité à l'œuvre originale ou simplement de direction artistique, on peut clairement le dire que c'est une pure réussite, dans le sens où tu vois déjà que tu retrouves tous les personnages emblématiques et tous les lieux emblématiques de la saison 1 de l'animé, et globalement tout est absolument bien fait, entre les choix qui ont été notamment faits de rendre certaines apparences beaucoup plus sombres, beaucoup plus matures, d'autres pourquoi pas beaucoup plus colorées, tout rend extrêmement bien à l'œil. Tu ressens par exemple toute la terreur et la puissance qu'instaure la Nation du Feu, tu vas ressentir toute la sagesse des nomades de l'air et globalement leur lieu de vie qui est absolument apaisant, tu vas retrouver le côté naturel et authentique de la tribu de l'eau ainsi qu'entre guillemets leur méfiance envers les autres peuples tellement ils ont souffert, et le côté un peu rustique et détendu de base du royaume de la terre mais finalement qui cache bien des secrets sombres parce qu'il y a quand même beaucoup de pauvreté et qu'en général les gens se méfient les uns des autres. Tu vas retrouver par exemple le personnage de Ozai qui va imposer son côté ultra badass digne d'un seigneur dictateur, Hiro qui va conserver son côté attachant et son humour qu'il caractérise si bien, le personnage d'Azula qui permet de montrer déjà une femme qui a une soif de pouvoir, de puissance et une arrogance assez importante. Elle sera beaucoup plus développée dans les prochaines saisons comme les deux filles qui l'accompagnent entre Mei et Ty Lee. On retrouve Bumi, l'ami d'enfance un peu déglingo de Aang devenu roi. On va retrouver Jet qui est un véritable escroc de service qui pense qu'à se venger de la Nation du Feu. On a l'inventeur fou du royaume de la terre. On retrouve même des lieux emblématiques notamment à part les différentes villes et campagnes etc. comme l'île de Kyoshi avec le sanctuaire de Kyoshi, avec le personnage de Suki, la copine de Sokka en tout cas qui est super dans son rôle et je trouve qui est une des mieux faites de la série. On retrouve même l'emblématique vendeur de choux qui est ultra symbolique et en tout cas un running gag assez intéressant dans l'animé de base. Et vraiment l'un des points les plus importants dans cette adaptation, c'est que du premier épisode au dernier épisode, rien n'est cringe parce qu'en général quand tu parles d'adaptation en live avec de vrais acteurs par rapport à une BD, un dessin animé ou quoi, c'est que tu as peur que les apparences, les costumes, que l'acting, que les surinterprétations etc. soient ultra mauvaise ou du moins ne rendent pas aussi bien que quand tu as des dessins en tout cas animés, sauf que là ici tout est parfait, que ce soit les costumes, les décors, l'ADA, que ce soit l'intégration aussi de la faune et de la flore avec par exemple Appa, Momo, les différents animaux et monstres qu'on peut trouver, que ce soit notamment l'interprétation des personnages et des acteurs, tout est bien retranscrit. Les effets spéciaux ne font pas kitsch du tout, que ce soit l'eau et le feu, tout est ultra fluide, tout est ultra puissant et intéressant et impactant. Par rapport après par contre la terre qui est un peu plus rustique ou l'air qui est un peu plus difficile à animer en soi, globalement tout est réussi. On est surpris, on en prend plein les yeux et avant tout ça, on passe un bon moment. En termes de réalisation, de mise en scène et de production, on ne peut qu'applaudir et surtout la mise en scène entre les moments de combat, les moments intensifs, les moments de silence qui montrent un peu plus en général la psychologie des personnages où on apprend, je pense, avec les acteurs à mieux comprendre leur philosophie, mieux comprendre leurs intentions qu'elles soient implicites ou explicites et je trouve que la transmission des sentiments de chacun et des pensées de chacun passe beaucoup mieux ici encore que dans le dessin animé. Et pour ma part, il y a un ajout qui est ultra déterminant qui arrive dès le début de la saison 1 avec l'épisode 1 qui permet de mettre la crédibilité et l'aspect mature de la série, en tout cas à un autre plan par rapport au dessin animé. Tout simplement, la Nation du Feu n'a aucune pitié par rapport à la censure qu'on peut trouver dans la BD ou l'animé de base, par rapport au public cible, par rapport aux chaînes de télévision, etc. Forcément, là, tout n'est pas censuré, dans le sens où tu vois les gens se faire carboniser, se faire griller sur place, où tu vois des gens se faire détruire et surtout tu vois des vies être détruites. Tu vois les nomades de l'air se faire décimer les uns après les autres en même pas une seule soirée, tu vois des tribus entières et des décors et des forêts se faire entièrement brûler et surtout tu vois toute la puissance et la terreur qu'impose la Nation du Feu avec Ozai bien sûr qui a perpétué tout ce que ses prédécesseurs ont fait en tout cas avant lui, mais globalement les gens ont peur de sortir, vivent dans une dictature où les libertés sont restreintes, où leur choix de vie est simplement lié à la terreur que ça incarne, et globalement, ils ne peuvent pas vivre leur vie comme ils l'entendent. Et ça, je trouve que dans la série originale, on avait tendance un peu à le sous-estimer. Une série qui, de base, au premier abord, paraissait peut-être un peu enfantin, mais quand tu connais un peu plus la série, que tu la découvres, que tu la visionnes, et que tu rentres vraiment dans le scénario, tu comprends qu'elle était plus mature et impactante que tu le pensais. Mais là, dès le début, t'es mis en condition. Du coup, tu vois ce qu'on appelle les maîtres, ceux capables de maîtriser les éléments, sont obligés de fuir
fuir et se cacher parce que si on découvre qu'ils maîtrisent des éléments, ils seront automatiquement pourchassés et tués pour éviter toute rébellion à l'avenir contre la Nation du Feu. Que ce soit les différents enchaînements, les chorégraphies de combat, que ce soit forcément aussi les grosses batailles entre la nomade de l'air et la Nation du Feu ou entre la tribu de l'eau et la Nation du Feu, tout est quand même plutôt bien fait. Les éléments s'entrechoquent, les combats se font bien, les décors bougent en conséquence, tout se détériore en conséquence et franchement je trouve que tout a été plutôt bien réalisé. Et puis même cette réalisation avec les couleurs qui deviennent ternes, avec ce noir et blanc, ce côté un peu dramatique de la chose, ça accentue le ressenti qu'on a et je trouve qu'avec de vrais acteurs dans cette histoire, on ressent encore plus les choses positives et encore plus les négatives que par rapport à un dessin animé. Enfin bon, ça c'était mon ressenti et mon analyse sur la réalisation et la production. Maintenant passons à ce qui vous intéresse peut-être le plus, l'analyse globalement de l'histoire à travers l'analyse des personnages. Que notre règne est enfin venu. Pour commencer l'analyse de l'histoire et des personnages, on va commencer cette fois-ci non pas par les protagonistes et personnages principaux, mais par les antagonistes, parce que forcément, pour écrire une belle histoire, il faut aussi de grands méchants. Et dans Avatar, le dernier maître de l'air, on est extrêmement bien servi en termes de bons antagonistes. Et s'il y a bien un ennemi à abattre au passage dans Avatar, le dernier maître de l'air, c'est bien Ozai, le seigneur de la Nation du Feu, le véritable dictateur qui a détruit le monde qu'on connaît aujourd'hui. Il a repris les idéaux de son père Azulon et en tout cas de ses prédécesseurs, de vouloir conquérir le monde mais dans une histoire familiale totalement folle que pour l'instant vous ne connaissez pas et que vous connaîtrez plus tôt dans la saison 2 et la saison 3. Ozai est un être dénué de compassion, méprisant la faiblesse et qui n'a aucune hésitation à tuer et détruire ses ennemis. Il a même pas eu une seule hésitation à défigurer son propre fils pour montrer à quel point il était déçu de lui et surtout montrer à quel point il fallait que celui-ci, en tant que son fils et digne héritier, devienne bien plus fort. Il a rompu l'équilibre du monde et montre une grande intelligence en stratégie pour faire semblant de faire fuiter par exemple des informations et diriger des troupes vers les points clés du monde afin d'assouvir ses désirs, de dominer le royaume de la terre, les tribus de l'eau et simplement augmenter sa puissance. Il a une maîtrise parfaite de l'élément du feu et cache bien sûr bien des secrets que je ne peux pas vous révéler actuellement vu que vous n'avez pas vu la suite de la série, mais en termes d'incarnation du mal, incarnation de la dictature, de la puissance seigneuriale entre guillemets et de la noblesse on va dire négative etc, c'est clair que Ozai, et vous n'êtes absolument pas prêt pour la suite, il incarne vraiment tout ce qu'on déteste dans le monde. Et c'est le cas typique du personnage que tu vas apprécier et aimer détester. Et qui est là pour ça en fait. À côté de Ozai, on va aussi découvrir Hiro, qui est considéré comme un GOAT à juste titre en tout cas dans la licence, et qui permet de découvrir un personnage qui est non seulement déjà l'oncle de Zuko et donc le frère de Ozai, le seigneur du feu, mais qui permet de découvrir un personnage extrêmement plus bienveillant, beaucoup plus sage, beaucoup plus drôle, beaucoup plus humble, et qui montre surtout ce côté attachant et cette répartie en tout cas qui le caractérise si bien et qui mérite d'être écouté à chaque fois. Le fameux dragon de l'Ouest, comme on l'appelle dans son surnom, est un excellent guerrier au passé qui est en tout cas plus que controversé, un passé qu'il redoute encore aujourd'hui, qu'il n'arrive pas à surmonter, par exemple notamment avec son fils Luten qui est décédé dans le passé et qui en tout cas regrette toujours aujourd'hui. Même s'il doit supporter les caprices et le côté un peu irrespectueux et irréfléchi de Zuko au quotidien, il le suit dans ses aventures parce qu'il sait qu'il a besoin de quelqu'un de plus calme, de plus réfléchi, de plus patient que son père, de plus compréhensif pour la bonne évolution de Zuko, qui peut lui apporter ce discours, cette sérénité en tout cas que Zuko a besoin. Et au-delà d'être son oncle, c'est avant tout son ami. Et là où du coup Hiro, on peut pas le considérer vraiment comme un vrai antagoniste, c'est quelqu'un de très attachant dans le sens où il va même conseiller Aang, l'avatar censé de base être pourchassé par la Nation du Feu, pour justement l'aider aussi à grandir et changer sa perception du monde et pourquoi pas de la vision qu'il pouvait avoir sur Zuko. Même si Hiro n'est pas le père de Zuko, on voit très clairement que leur relation oncle et neveu est bien plus approfondie, bien plus intéressante et impactante pour l'un comme pour l'autre que la relation père-fils entre Zuko et Ozai. Il faut pas oublier que Ozai c'est l'aîné de la fratrie entre lui et Ozai. Normalement c'est lui le véritable héritier du trône, mais vous comprendrez pourquoi plus tard, pourquoi il a perdu cette place et pourquoi il est tant déclassé dans la hiérarchie de la Nation du Feu. Mais en tout cas, contrairement à son frère et contrairement à la Nation du Feu, c'est quelqu'un qui montre une humanité et une bienveillance qui est rare et surtout qui mérite d'être souligné. Quelqu'un qui a beaucoup souffert dans son passé, qui ne veut pas voir ça se répéter sur d'autres personnes et qui apporte les bonnes leçons et les bonnes morales aux bons endroits. Après, si vous voulez de véritables antagonistes, on a quand même vu Zhao, le général qui grimpe de plus en plus dans les échelons de base dans la hiérarchie de la Nation du Feu, qui est à la botte de Ozai, qui tout comme lui se veut être un pseudo-tyran, en tout cas un général qui est très dur, qui a renoncé entre guillemets à son humanité, qui est prêt à toutes les bassesses pour capturer Aang, lui faire du mal et aussi pourquoi pas contrecarrer les plans de Zuko et de Hiro pour justement se hisser de manière égoïste encore plus haut dans la Nation du Feu. Quelqu'un qui était quand même prêt à détruire
réunir l'esprit de l'eau et l'esprit de la lune pour mettre définitivement un terme à l'utilisation de l'élément de l'eau par les maîtres. C'est quelqu'un qui ne renonce pas à ses objectifs, qui est quand même prêt à se battre contre le fils du Seigneur du Feu et à trahir en tout cas cette confiance qu'il a et raconter des choses un peu erronées au Seigneur du Feu pour justement éliminer la concurrence qu'il a sur son chemin. Et même si de base il était intéressant sur le papier, c'est qu'en réalité qu'un mini Ozai qui n'a pas autant d'importance que lui ne veut le penser, et globalement sa défaite contre Aang et contre Zuko permet non seulement de l'évincer rapidement, de montrer quand même une certaine terreur et puissance de la Nation du Feu et jusqu'où ils sont prêts à aller, notamment en détruisant des éléments et des esprits au-delà de mettre la misère aux gens et au peuple. C'est ces paroles qui permettent notamment de mettre en action et de teaser aussi qui tire vraiment les ficelles derrière Ozai et aussi globalement derrière ses intentions à lui. C'était Asula, la sœur de Zuko, qui elle aussi se veut être une prétendante légitime au trône, une des héritières au trône, qui en tant que femme aujourd'hui doit prouver encore plus sa place, notamment auprès de son père Ozai et dans la Nation du Feu, doit faire plus que d'être simplement une femme bonne à tout faire, mais une femme ici qui est guerrière, qui a du caractère, qui méprise son frère, qui méprise sa famille, qui méprise son sang et même carrément son propre père, en n'hésitant pas à se rebeller parce qu'elle en a marre d'être sous-estimée, de devoir à chaque fois devoir massacrer plein de mecs et de meufs qui de base sont pas à son niveau. Elle a quand même une puissance et un potentiel qui est encore plus important peut-être que celui de son petit frère et globalement qui est encore peut-être plus important que celui peut-être de son père. Son intelligence au-delà de sa manipulation du feu, de la foudre, etc. Permet vraiment de mettre ce personnage-là comme quelqu'un d'encore plus vicieux qu'on ne le pense, quelqu'un d'encore plus puissant qu'on ne le pense et qui cache bien les secrets et qui va enfin rentrer en action dès son départ en voyage dans le nouveau monde qui va vraiment impacter la suite de la série. Avec des actions qui vont tenter de mettre au plus mal la relation la plus importante de la série, la relation entre Zuko et Aang qu'on va analyser ensemble et qui permettra aussi au passage de mieux connaître l'un tout comme l'autre et globalement aussi la suite de l'histoire. La relation entre Zuko et Aang, vous pouvez pas passer à côté. C'est peut-être la relation ici, au-delà de ce que vous pensez entre un héros et un anti-héros ou un héros et un antagoniste, c'est une relation qui permet non seulement de comprendre les deux personnages, les secrets qui les entourent, mais surtout de mieux comprendre énormément de notions clés et de ce que veut vraiment raconter Avatar, le dernier maître de l'air. Et entre ces deux-là, il y a vraiment une richesse d'écriture qui est absolument énorme dans leur évolution, leur développement. Et par exemple, le personnage de Zuko, toutes séries confondues, que je parle de films, de livres, de dessins animés, de ce que vous voulez, il fait partie, à mon sens, et pourtant j'en ai pas vu qu'une dizaine des œuvres, j'en ai vu vraiment énormément, il fait partie des personnages les mieux écrits que j'ai vus de ma vie. Et je pense que quand vous verrez toute la saison, toutes les saisons de l'animé et du live action, vous comprendrez vraiment ce que je veux dire. Et rien que dans la saison 1, il y a beaucoup d'éléments que je vais vous détailler maintenant qui peuvent vous laisser en tout cas assez bouche bée par rapport à ce personnage et sa relation avec l'avatar qu'il pourchasse sans cesse. Croyez-moi, ces deux-là, même s'ils empruntent des chemins à la base bien différents, finalement ils ont bien plus de points communs que vous pouvez l'imaginer. Par exemple, pour commencer avec le premier point, ils subissent tous les deux les ambitions de la Nation du Feu. Dans le sens où Zuko va se retrouver totalement en exil pour poursuivre l'avatar afin de racheter son honneur auprès de son père, qu'il a profondément déçu par son attitude et son impuissance. Tandis que Aang de son côté a absolument tout perdu durant son siècle d'absence emprisonné dans la glace. Son foyer, ses amis et les nomades de l'air ont été anéantis par la Nation du Feu et il se retrouve entièrement seul, pourchassé par la volonté d'Ozai de le détruire et éliminer selon lui ce qui représente la plus grande menace pour ses envies de domination du monde. Il y a aussi une notion essentielle, au-delà du fait qu'ils soient tous les deux impliqués à cause de la Nation du Feu, qui les rapproche autant que ça les différencie, c'est bien la compassion, qui est une notion essentielle de la série. Zuko a toujours appris que celle-ci était une faiblesse, et c'est la sienne justement qui lui a causé son exil suite à la défaite face à son père, et provoqué au passage sa brûlure au visage devant le dégoût et rejet de celui-ci. Ce qui est paradoxal, c'est que la compassion qui semblait causer sa perte lui revient naturellement, bien qu'il l'avait enfoui au fond de lui, ou même caché derrière un masque. En renfermant ses sentiments, en cachant sa véritable nature pour devenir plus féroce, plus agressif et moins sentimental, en devenant finalement comme celui qu'il admire par respect familial et qu'il déteste à la fois. Zuko rejette sa colère intérieure contre le monde, même contre son propre oncle Hiro et ses soldats de l'unité 41, ceux qu'il aime et le soutiennent le plus au quotidien et ceux envers qui en tout cas il a tout sacrifié pour les sauver d'un destin funeste. Zuko a quand même défié l'intérêt véritable de la Nation du Feu, défié les stratégies militaires et défié son propre père avec son attitude plus altruiste en rejetant totalement leurs idéaux, incluant des sacrifices humains que forcément il ne pouvait accepter. Un sacrifice
utilise ce que les autres ont appris un peu plus tard par Hiro dans les derniers épisodes de la saison, afin de mieux connaître le prince et le servir avec une ferveur et un soutien encore plus important. Car à partir du moment où ils connaissent la vérité, ils ont plus qu'une dette envers lui. On comprend par son attitude qui évolue au fur et à mesure de la saison, que son attitude hautaine n'est en réalité qu'une façade pour se protéger, pour se rendre invulnérable, comme le voudrait son père. Pour Aang, c'est totalement l'inverse. La compassion et la bienveillance représentent sa plus grande force, mais aussi une certaine faiblesse d'un côté, parce que ça va lui permettre de s'éparpiller un peu trop et perdre de vue son objectif. Ça va tout de même l'aider à accéder petit à petit à la sagesse dont un avatar a besoin pour s'élever davantage et être reconnu. Une compassion justement qui, à son âge, va lui apporter une énorme culpabilité, parce qu'à son réveil après un siècle endormi, il va constater les dégâts de la guerre autour de lui. Des environnements brûlés et ravagés, des populations décimées et brisées d'avoir perdu leur foyer et leurs proches, la culpabilité de ne pas avoir été là au bon moment quand le monde en avait le plus besoin, une culpabilité qui grandit tout au long de la saison en constatant justement son impuissance à empêcher de nouveaux désastres malgré sa présence. Et donc tu combines tout ça au retard qu'il a accumulé dans l'apprentissage, au retard qu'il a accumulé entre le siècle qui s'est écoulé où il était endormi et pendant que la nation du feu a prospéré et a explosé encore plus, combiné à la dure réalité de la vie et surtout ce qui le rattrape au niveau de sa brutalité à seulement 10 ans, c'est compliqué quand même. C'est pour ça que Aang a du mal à accepter la réalité et surtout la réalité de sa propre responsabilité. Une responsabilité bien trop grande pour un simple enfant qui de toute façon, durant le soir de la grande comète, n'aurait jamais pu faire quoi que ce soit, et il serait mort bêtement avec les autres nomades de l'air, laissant ensuite le cycle de l'avatar recommencer perpétuellement. Aujourd'hui, Aang a la volonté de rattraper son retard, chose qu'il aurait dû faire depuis longtemps, mais comme je le disais tout à l'heure, entre sa compassion et le fait qu'il veut toujours aider les autres par bienveillance et altruisme, ça lui fait perdre de vue sa priorité et justement lui fait accumuler encore plus de retard et donc de culpabilité, et à la fin, tu as un cercle sans fin. Là où Zuko par exemple, il va plutôt droit au but et pas égoïsme pour retrouver son orgueil et aussi l'honneur de sa famille et l'honneur que son père lui porte, il va plutôt avoir tendance à avoir en vue uniquement ses priorités et pas ce qui l'entoure. C'est quand même important de noter que le poids de leur héritage et de leur destinée leur pèse énormément. C'est comme un lourd fardeau autant pour l'un que pour l'autre, et malgré leurs différences, ils arrivent tout de même, en discutant légèrement, à se comprendre. Car dans leurs responsabilités et leur fardeau pèse aussi une énorme solitude qui finalement se reflète l'un envers l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que Zuko, qui est en permanence en quête de l'avatar, va changer petit à petit au contact de celui-ci, avec ses priorités ou du moins ses idéaux qui vont se transformer petit à petit, et ce qui va rendre son changement au fur et à mesure de la saison déjà assez intéressant. Il est quand même au bout d'un moment parti sauver Aang des mains de Zhao pour justement commencer à discuter avec lui après les efforts de Aang forcément envers lui, commencer à discuter, à blaguer, parler calligraphie, etc. avant de retomber un peu dans ses travers sur un excès de caractère, sur un excès d'ambition sur le moment. Mais on voit déjà des bribes du vrai Zuko, des bribes qui petit à petit refont surface et font de lui limite un traître auprès de la nation du feu. Il est obligé de fuir. Il n'y a qu'un seul prince héritier et qu'un seul avatar. Deux personnes en quête de rachat, l'un envers son père et sa nation, l'autre envers le monde. Mais surtout, tous les deux doivent accepter leur réalité et apprendre aussi à s'accepter. C'est une quête de rachat envers les autres, mais aussi envers eux-mêmes. Les attentes envers ces deux personnages les rendent différents, inaccessibles, et surtout accentuent la pression et la responsabilité qui leur incombe. Quitte à faire des choix et des sacrifices, car comme Aang est en train de l'apprendre, il est impossible de tout faire en même temps. Même pour l'avatar, c'est extrêmement compliqué. Quand tu vois notamment ces discussions avec l'avatar Kyoshi et Roku par exemple, ou même les discussions qu'il a eues avec son pote Bumi, aujourd'hui Aang doit peut-être faire l'impossible, doit se concentrer sur le plus important, quitte à renoncer par moment à ses propres valeurs et idéaux pour ne pas tout perdre en voulant tout protéger. Ressasser le passé et la culpabilité, ça le freine pour son avenir ou aller de l'avant. Et aujourd'hui, il doit comprendre qu'il doit faire passer les intérêts du monde avant ses propres intérêts pour maîtriser les éléments, pour sauver le monde, quitte à se sacrifier lui-même à la fin de sa quête. Son insouciance, son inexpérience et le fait qu'il n'a pas vécu le siècle passé et les terreurs du monde, qu'il s'en rend compte qu'à peine maintenant, bah forcément ça fait partie de ses faiblesses. Mais en tout cas, une relation Zuko et Aang qui, comme vous l'avez compris, paraît beaucoup plus complexe que l'on le pense, avec des personnages qui ont grandi, qui continuent de grandir et qui franchement ont encore bien des choses à nous raconter. En parlant de protéger ce qu'on aime, de responsabilité, impossible de finir la vidéo sans parler de Sokka et Katara, le duo sans qui l'histoire d'Avatar, le dernier maître de l'air, n'aurait pas existé. Ils ont récupéré Aang dans la glace, un personnage forcément qui les intriguait, qu'ils ont appris à connaître, ils ont été un peu méfiants sur le coup, mais finalement Sokka et Katara ont réussi aujourd'hui à retrouver l'avatar et l'accompagnent dorénavant dans ses aventures pour l'épauler au mieux possible. Le personnage de Sokka qui est au passage plus intéressant qu'on peut ne le penser, c'est un personnage qui ne maîtrise pas les éléments, qui a dû apprendre à se débrouiller avec ce qu'il sait faire par son ingéniosité, même si par moments il paraît un peu bête, un peu brutal et un peu maladroit. C'est quelqu'un qui protège son village, sa famille ou du moins ce qu'il
en reste parce qu'il n'a plus sa mère ni son père pour l'aiguiller aujourd'hui. Il a dû s'improviser en tant que leader de la tribu de l'eau et surtout protéger tout le monde de la nation du feu. Quelqu'un qu'on sous-estime mais qui est pourtant très bienveillant, très humain. Et d'ailleurs, il y a eu un gros changement de caractère par rapport à Sokka parce que dans la série d'origine, c'est un personnage totalement macho, totalement misogyne qui permet justement dans la série de dire qu'il ne faut pas sous-estimer les femmes, qu'elles peuvent être l'égale des hommes, voire même carrément supérieures aux hommes sur bien des aspects. Pas dans les aspects machistes et misogynes que vous connaissez tous, mais justement c'était ça l'intérêt du personnage de Sokka, c'était qu'il sous-estimait sa sœur, qu'il sous-estimait par exemple Suki ou les différentes femmes qu'il pouvait rencontrer, et globalement, à la fin, il changeait au fur et à mesure au contact de celle-ci. Ils ont décidé, Netflix, de lisser un peu le personnage, de le rendre simplement blagueur et dragueur, puisqu'il arrive quand même à pécho 2 meufs dans la même série en pas longtemps, mais globalement, tu te retrouves avec un personnage qui est pas forcément plus fade, mais simplement juste peut-être plus simple. Malgré qu'il n'ait pas d'éléments, c'est quelqu'un qui intervient tout le temps, qui n'a pas peur, qui ne se cache pas, qui a une humanité qui est presque sans égale, et globalement on a un personnage qui au contact de sa sœur et au contact surtout de Suki et de la princesse va grandement évoluer. Il a compris quelle était sa place et son rôle auprès de l'avatar, et il est prêt à tout pour sauver le monde. Tara de son côté, c'est la seule qui est capable d'apaiser Aang quand il est en état d'avatar, de transe et de colère importante. C'est quelqu'un qui est capable d'apaiser, quelqu'un aujourd'hui qui est capable de soutenir Aang et pourquoi pas de lui enseigner la maîtrise de l'eau. Quelqu'un qui de base se sous-estime beaucoup comme Sokka, qui a appris à grandir sans sa mère, qui a grandi dans un passé où elle était torturée par la disparition de sa mère, et une fois libérée de tout ça, une fois qu'elle a écouté les conseils de Aang et même de Jet au passage, qu'il a escroqué sur le moment et avec qui de base elle aurait pu avoir un début de relation, Katara, c'est quelqu'un qui grandit, qui a une maturité pour son âge assez importante, qui permet de calmer les choses avec Aang et Sokka qui sont un peu plus fous et un peu plus maladroits, mais globalement, elle apporte cette sagesse dans le groupe qui est intéressante. De base, dans la série originale, elle est beaucoup plus explosive, beaucoup plus caractérielle, on voit des bribes de ça par moment dans la série, mais là, elle paraît quand même beaucoup plus calme. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, quelqu'un qui n'a pas envie d'être juste une soigneuse, comme en général c'est la tradition dans la tribu de l'eau, elle aimerait aussi se battre avec ça. Sa maîtrise de l'eau qui lui permet aussi d'avoir la maîtrise de la glace montre à quel point le personnage est complet dans tous les secteurs en combat et hors combat et qui permet mentalement aussi d'accompagner Aang sur son chemin. Et le fait qu'elle veuille montrer dans la tribu de l'eau que c'est pas une meuf faite pour la cuisine etc et qu'elle peut se battre aussi, ça montre à quel point elle est prête, tout comme Asula par exemple dans la Nation du Feu, à changer les choses. Et notamment quand on parlait de Zuko et de Aang qui ont une relation complémentaire et aussi distincte qui permet d'élever la série à un autre level, c'est la même chose pour Asula et Katara dans une moindre mesure. On a des personnages comme ça qui veulent briser les codes et c'est avant tout ça qui est intéressant. Enfin bon les amis, je pense que j'ai parlé vraiment de tous les aspects d'Avatar, j'ai parlé de tout ce qui concernait les personnages, leur lien aussi avec l'histoire, on a vu pas mal de choses impressionnantes, on a vu des aspects culturels énormes, c'est notamment ceux qui vivent par exemple sur l'île de Kyoshi, qui vouent un culte aux anciens avatars, qui protègent les sanctuaires, on a vu en tout cas les tribus de l'eau, comment ils vivent, on a vu aussi déjà des bribes du royaume de la terre avec certaines disciplines, certaines cultures aussi, certaines divergences politiques, certaines aussi différences en tout cas de niveau de vie. On voit que le monde d'Avatar dans son lore est extrêmement varié, extrêmement riche, qui cache bien des secrets qui est encore loin d'avoir découvert. J'espère vous avoir donné envie dans cette longue vidéo de découvrir davantage les personnages, cet univers qui est exceptionnel. Je vous laisserai me dire ce que vous en avez pensé. Pour ma part, c'est un véritable banger, c'est facile, un 9 sur 10 pour cette saison 1. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche et mettre un gros pouce bleu si vous aimez mes vidéos et mes analyses. J'ai mon TikTok, mon Instagram, mon Twitter et ma chaîne Twitch, tous les liens sont en description et à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao!